Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode un petit peu différent. C'est un épisode pas trop scripté, j'ai juste noté un peu mes idées, mais je voulais te partager en fait les erreurs et les apprentissages que j'ai fait dans mon voyage que je viens de terminer. Donc voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est, durant lequel j'ai visité Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et Siem Reap au Cambodge. Donc voilà, je voulais juste te partager un petit peu mon expérience, qu'est-ce que les erreurs que j'ai commises. Et donc, pour t'éviter de les commettre à ton tour aussi des apprentissages que j'ai faits. Donc, ça va être un petit peu plus personnel comme épisode. J'espère que ça va te plaire. C'est la première fois que je fais un épisode un peu comme ça. Donc, j'espère que ça te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, par exemple. Ça me fait toujours plaisir de savoir si des nouveaux types d'épisodes vous plaisent ou pas. Donc voilà, n'hésite pas à venir me laisser un petit commentaire sur Instagram à Sarah la Nomade. Commençons. Je voulais commencer par les erreurs que j'ai commises. Donc, ces erreurs, pour la plupart d'entre elles, ce sont aussi des erreurs que j'espère que tu pourras éviter en apprenant de mes erreurs. Donc voilà, je te les partage. Première erreur que j'ai faite dès le départ, parce que ça a complètement changé mon voyage. Bon, au final, je pense que c'était pour le mieux. Moi, je crois fermement que tout arrive pour une raison dans la vie et donc voilà. Ma première erreur, ça a été de réserver un vol non remboursable ou non modifiable, alors que y avait des demandes de visa en jeu. C'est une erreur que j'ai d'ailleurs commise 2 fois. Donc, je n'ai vraiment pas appris de mon erreur. J'espère que pour l'avenir, j'aurai appris après l'avoir fait 2 fois. Mais donc, voilà, j'avais réservé mon premier vol pour... mon vol initial était pour l'Inde. Et ensuite, je devais prendre un autre vol pour Katmandou au Népal. Mais entre le moment de l'achat de mon billet et la date de mon vol, il y a eu une crise diplomatique entre le Canada et l'Inde, ce qui fait que l'Inde n'octroyait pas de visa aux Canadiens durant plusieurs mois. Donc sauf que j'avais pris un vol non remboursable et non modifiable. Et aussi, j'ai aussi fait l'erreur de ne pas l'acheter avec ma carte de crédit. Donc, voilà, plusieurs erreurs. On ne prend pas un vol sans sa carte de crédit, genre avec une carte pas de crédit. On ne prend pas de vol non remboursable, non modifiable, s'il y a des visas en jeu. Parce que les visas, c'est toujours un peu la roulette russe. Parce que pour faire la demande de visa, ils te demandent d'avoir un billet d'avion. Mais pour faire le billet d'avion, tu dis oui, mais je vais pas prendre le billet d'avion si je suis pas certaine de pouvoir y aller. Donc, c'est toujours un peu un chien qui se mord la queue. Mais donc voilà, donc je te conseille quand il y a des visas en jeu de prendre un billet d'avion non modifiable ou au moins remboursable et si possible aussi prendre le billet d'avion une fois que tu as le visa. Par exemple, c'est l'erreur que j'ai fait aussi au Vietnam, donc j'ai pris mon billet d'avion avant d'obtenir le visa. Et donc, j'ai perdu mon vol là aussi. Donc, 2 fois j'ai commis l'erreur. J'espère avoir appris pour les prochaines fois. Ensuite, une autre erreur que j'ai commise beaucoup durant mon voyage, ça a été de ne pas réserver directement pour une semaine
les hébergements dans les différents endroits où je suis restée. Alors, pour ma défense, j'ai réalisé en cours de route qu'une semaine, c'est le temps moyen que j'ai pris pour chaque ville, chaque endroit que j'ai visité. Sauf que, voilà, bon, là, en le sachant, c'est toujours facile après coup, mais voilà, c'est qu'en fait, c'est beaucoup moins cher de réserver un hébergement pour une semaine par rapport à le réserver pour, exemple, 2 jours et demander de faire des extensions à tous les jours, tu vois, genre, est-ce que je peux ajouter une nuit ou est-ce que je peux ajouter 2 nuits et tout. Ça revient plus cher au final de faire comme ça plutôt que de réserver d'une seule fois, en une seule fois, une semaine complète. Sauf que, voilà, alors, ça m'est arrivé d'avoir des hébergements avec lesquels j'étais pas très contente au final. Donc, d'un autre côté, ça m'a bien arrangé de pas avoir réservé une semaine là-bas parce que ça aurait été une semaine dans un hébergement qui ne me convenait pas. Mais voilà, en termes d'argent, disons que c'est beaucoup plus avantageux. Donc, si tu es certain ou certaine que tu vas rester une semaine ou le temps dont durant lequel tu vas rester, c'est beaucoup plus économique de réserver directement pour cette durée-là. Et voilà, donc une erreur que j'ai faite, mais voilà, il y a des avantages et des désavantages à faire comme ça, donc c'est aussi c'est une semi-erreur selon, selon tes critères et selon si tu es sûr ou pas que l'hébergement va te convenir. Ensuite, autre erreur que j'ai faite, je n'ai pas pris de guide. Par exemple à Angkor Wat, donc au Cambodge, à Siem Reap, et je l'ai vraiment regretté parce que c'est le genre d'endroit où sans guide, oui, les temples sont magnifiques, mais tu regardes un peu sans savoir à quoi tu regardes, c'est difficile de connaître l'histoire derrière, même si j'avais lu un petit peu là-dessus et tout, mais il y a vraiment des détails et tout qui sont beaucoup plus intéressants s'il y a un guide qui peut raconter l'histoire des lieux. Donc j'ai fait l'erreur et je ne la referai pas dans les sites historiques vraiment énormes, importants et tout, je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre un guide, de payer pour un guide. Donc voilà, erreur que j'ai faite et je vais essayer de ne pas la refaire. Ensuite, erreur que j'ai faite, et ça je le savais, en partant je savais que c'était un peu limite, mais c'était un challenge personnel que je m'étais posé. Donc en fait, j'ai pris un sac à dos avec le volume exact des choses, non, j'avais quand même un petit peu d'espace en rab en plus, mais c'était quand même assez juste. Donc c'est un peu relou parce que au final tu veux peut-être acheter un truc en plus, tu peux pas et tout, donc c'est quand même mieux de prendre un sac à dos avec ou une valise, si tu préfères la valise, avec quand même de l'espace en plus pour acheter des choses, surtout en partant plusieurs mois. C'est sûr qu'en cours de route, il y a des choses, tu vas te rendre compte dont tu as besoin, tu vas acheter plus de vêtements, puisque au bout d'un moment, on se tanne aussi de toujours porter la même chose. Et voilà, selon les climats, il faut acheter plus de choses, etc. Donc, un sac à dos avec plus d'espace initial, un petit peu plus, faut pas exagérer non plus, mais ça, la prochaine fois, je ne referai pas cette erreur. En vrai, j'ai quand même pu acheter à peu près tout ce que je voulais sans problème, et c'est juste que vers la fin, le sac il était pas mal plein. Donc voilà, mais ne pas prendre de sac ou de valise trop juste pour avoir un peu de place pour ajouter des choses. Ensuite, j'ai apporté plusieurs objets qui au final ne m'ont pas du tout servi. Dans ce cas-ci, c'était pour des objets pour travailler. Donc je m'étais pris un clavier, un support pour mon ordinateur pour avoir une position ergonomique quand je travaille. Et donc ce sont deux choses que heureusement j'ai laissées chez une copine en cours de route. Mais j'aurais dû plutôt attendre de voir si j'allais vraiment en avoir besoin et plutôt l'acheter en cours de route, surtout qu'en Asie, c'est le genre de truc qui se trouve hyper facilement. Donc, au lieu de trimballer un clavier et un support qui ne m'ont pas servi, je pense que je les ai utilisés peut-être une fois ou deux. Donc voilà, j'aurais dû ne pas les apporter et voir en cours de route. Donc là, c'est mon conseil, c'est quand il y a un truc qui est un peu
si j'ai besoin ou etc., mieux vaut le laisser à la maison. Et si t'en as vraiment besoin, tu l'achètes. Hein. Sauf si tu vas en plein milieu du désert, tu peux trouver tout partout. Donc voilà, les objets dont on n'est pas 100% sûr, c'est mieux vaut les laisser à la maison. C'est quelque chose que je sais hein, et je te le dis moi-même dans les épisodes que j'ai fait sur comment faire ses valises, comment réduire le volume de son sac, le poids de son sac et tout. Je te le dis, mais bon, voilà, on fait tous l'erreur quand même. Hein, c'est normal, mais voilà, quand il y a un truc qui est un si, c'est mieux vaut le laisser à la maison et l'acheter si vraiment tu en as besoin au final. Autre erreur que j'ai faite, et là, même chose, je le savais parce que, je le savais que ça allait arriver, c'est de ne pas changer certains éléments que j'ai apportés avec moi, qui étaient déjà usés avant de partir. Donc, par exemple, j'ai ma bouteille d'eau que j'adore, c'est une bouteille d'eau de la marque Platypus qui... quand elle est vide, elle n'occupe aucun espace, elle pèse absolument rien. Et donc, c'est un truc qui est un peu difficile à trouver quand tu es en vadrouille en dehors, disons, de l'Europe, de l'Amérique du Nord. C'est un produit assez spécialisé. Et je savais je l'avais utilisée pour le Camino, donc elle avait déjà fait quand même 900 km de marche. Ça faisait des années que je l'avais, elle avait fait beaucoup d'autres randonnées et tout. Donc, elle avait déjà pas mal d'utilisation derrière elle, derrière la cravate. Mais je me suis dit non, mais voilà, ça va le faire et tout. Et évidemment, elle a brisé, je pense, au bout de 2-3 mois. Donc, c'est un truc que j'aurais dû en prendre une nouvelle avant de partir pour être sûre qu'elle me dure tout le voyage. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Il y a aussi mon écran de protection de téléphone. Même chose, il était déjà un peu fissuré avant de partir. En voyage, ça n'a pas aidé. Donc, avant de partir, surtout sur le long terme, hein, si tu pars 2 semaines, ça devrait le faire. Mais si tu pars pour plusieurs mois sans date de fin prévue, assure-toi d'apporter des choses qui sont en bon état. Et si c'est des choses que tu sais qui vont être difficiles à remplacer, mieux vaut acheter une nouvelle version avant de partir pour assurer que la durée soit la plus longue possible. Ensuite, erreur que j'ai faite, et là encore, j'y avais pensé avant de partir, mais j'étais un peu occupée par plein d'autres choses à faire et donc je ne l'ai pas fait. C'est d'avoir préparé mes affaires. Donc toutes mes affaires, je les ai stockées dans une unité de stockage, je crois qu'on dit ça en français, un storage unit en anglais, à Madrid. Donc, elles sont toutes dans une unité de stockage. Sauf que, j'étais j'avais plein de trucs à faire avant de partir et tout. Et donc, j'ai pas rangé mes choses de façon à ce qu'elles puissent m'être envoyées facilement par un ou une amie qui puisse juste y aller, prendre les trucs, les amener à la poste et me les envoyer comme ça, tu vois, ou quelqu'un qui vient me voir et tout. Non, il y a une valise dans laquelle j'ai stocké mes choses qui est complètement brisée et tout, donc elle ne résisterait pas absolument à un vol ou même à une livraison intercontinentale. J'ai des trucs dans des sacs réutilisables et tout, donc il faudrait que je demande à un ami ou une amie de aller m'acheter une valise, ranger tout. Ce serait beaucoup trop demandé à qui que ce soit. Donc, évidemment, je ne le fais pas. Mais donc là, j'ai décidé de m'installer en Asie. Et donc, je n'ai absolument rien avec moi, sauf ce que j'avais dans mon sac à dos de 30 litres. Donc... pour les prochains mois, je vais devoir vivre avec très peu de choses et bien sûr me racheter quelques affaires ici. Mais si j'avais prévu le coup, j'aurais pu demander à quelqu'un de m'envoyer mes choses si elles avaient été toutes déjà bien emballées pour pouvoir être livrées facilement. Donc si le voyage à long terme, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est absolument quelque chose que je te conseille de faire parce que en voyage, on ne sait jamais, surtout voyage au long terme, on ne sait jamais où la vie va nous mener et ça ne veut pas dire qu'on va retourner dans son pays d'origine ou où on vivait avant de partir en voyage. Donc, ça peut être une bonne idée de planifier ça et de déjà organiser ces choses pour qu'elles puissent être envoyées facilement.
Donc voici les erreurs que j'ai faites durant ces 6 mois de voyage. J'espère que tu pourras apprendre de mes apprentissages, de mes erreurs, de mes apprentissages et de mes erreurs. J'espère avoir appris. Et donc que tu ne referas pas les mêmes toi-même pour tes prochains voyages. Maintenant, je voulais juste te parler un peu d'apprentissage. Donc ça, c'est un peu la section un peu plus personnelle parce que ce voyage m'a vraiment permis de faire beaucoup d'introspection, de réfléchir à énormément de choses. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi, sur ce que je veux, ce que je ne veux plus, sur le voyage en général, quelle est ma conception du voyage, etc. Donc je voulais juste te partager un petit peu certains de ces apprentissages que j'ai fait, de certaines de ces réflexions que j'ai eues, parce qu'elles peuvent peut-être t'inspirer j'avais juste envie de partager. Donc, un des apprentissages que j'ai fait, c'est lié aussi à une des erreurs dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est le fait que j'aime rester au moins une semaine par endroit. Il y a très très peu d'endroits où je me suis dit ah non mais ici 2 jours c'était suffisant. Je trouve que une semaine ça permet d'avoir un équilibre entre assez de temps pour voir les attractions principales, les choses qui nous intéressent. Par exemple, s'il y a des musées qui t'intéressent particulièrement. Et ça permet aussi d'avoir assez de temps pour flâner, juste aller boire, s'asseoir dans un café, regarder les gens, passer dans la rue, prendre du temps aussi pour soi, pour s'entraîner, pour lire, pour écrire dans son journal, etc. Et sans être toujours à la course. Donc pour moi, vraiment, une semaine, c'est le minimum. Pour moi, je ne dis pas que c'est ce qui doit être pour tout le monde, mais personnellement, c'est mon rythme c'est ce qui me convient le plus. Une semaine, c'est pour les endroits entre guillemets normaux. Pour les capitales, je suis restée dans la plupart des capitales des pays asiatiques, du sud-est asiatique, là où je suis allée, 2 semaines. Donc pour moi, une capitale, 2 semaines, c'est aussi la durée parfaite parce que les capitales, il y a généralement énormément de musées, il y a souvent des événements culturels en plus des attractions entre guillemets classiques. Et il y a beaucoup plus d'offres de restaurants, de cafés, d'activités, etc. Des parcs, Donc moi, c'est le rythme que j'ai trouvé qui me convient le plus. Donc pour mes prochains voyages, je vais absolument garder ça en tête. Et même si je travaille en même temps, parce que là, pour la plupart du voyage, je ne travaillais pas. Je ne faisais que profiter. Donc, si je devais travailler en même temps, je multiplierais par 1,5 voire 2 ce temps. Donc, si je travaillais dans une capitale, je resterais 1 mois carrément parce qu'il y a tellement de choses à faire et tout. Ça permet aussi de se relaxer, d'avoir du temps, des fois une journée où tu te dis j'ai envie de littéralement rien faire, juste regarder Netflix toute la journée. On est tous humains, on a tous besoin des fois de journées off, complètement off, à ne rien faire. Et dans le voyage au long terme, c'est justement le luxe qu'on peut se permettre de prendre le temps. Et je te dirais, même si tu fais un voyage au court terme, genre tu as 2-3 semaines de vacances et tout, j'en parlais dans une newsletter récemment, mais je pense que ce qui manque beaucoup dans la façon dont on voyage aujourd'hui, c'est justement de prendre le temps, d'être dans l'être, ne pas être dans le faire, ne pas toujours être à la course, à vouloir voir des trucs, faire des activités et tout, mais aussi être dans l'être, c'est-à-dire juste être en contemplation, observer les gens, comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils communiquent avec leurs amis, leur famille, les gens autour, comment les gens, comment la circulation fonctionne, ce qui est très très intéressant ici en Asie du Sud-Est. C'est très particulier la façon de conduire. Tu vois, juste observer, prendre le temps d'observer, prendre le temps de prendre du temps pour soi, comme je disais, de lire, écrire dans son journal,
faire des activités pour soi comme on fait à la maison aussi, parce qu'on a besoin aussi de temps de pause, quoi. Parce que c'est exigeant de voyager. Les gens se rendent pas compte, mais parce que bon, voilà, ouais, t'es en vacances et tout, mais voyager, c'est hyper demandant physiquement, mentalement et tout. Donc, on a aussi besoin de moments de pause. Et donc, je pense que de rester plus longtemps au même endroit, ça permet d'avoir un meilleur équilibre, justement, entre l'action et le repos. Donc voilà, moi, c'est déjà une philosophie que j'avais, mais ce voyage-ci m'a un peu permis de mieux déterminer le temps précis pour moi que j'aime me passer dans chaque endroit. Donc voilà. Autre apprentissage que j'ai fait, alors pendant les premiers mois de mon voyage, je me plaignais beaucoup que je trouvais que c'était pas assez aventureux comme voyage, que l'Asie du Sud-Est, c'était très facile. Et je maintiens mon opinion, hein, l'Asie du Sud-Est, c'est hyper facile de voyager ici. On peut tout réserver en ligne. Il y a énormément d'hébergements de tous les types, toutes les catégories. Il y a même chose pour la nourriture. Il y a de tout, des restos hyper occidentaux jusqu'au au street food, etc. Mais voilà, les transports, je trouve que surtout après mon expérience au Sénégal, tout est hyper clean, air conditionné et tout. Et donc, ça manquait un peu de challenge pour moi, ça manquait de défi pour moi par rapport à, moi, quand je voyage, j'aime sortir de ma zone de confort et avoir un peu de choc culturel. Et ici, j'ai eu zéro choc culturel, très, très peu de sorties de zone de confort. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était un peu de ma faute parce que je me suis beaucoup laissée porter par les autres. J'ai rencontré pas mal de gens au début de mon voyage et les gens ici font un peu tous la même chose. Il y a un peu l'itinéraire classique et donc tu rencontres des gens et tu te laisses porter, donc tu fais un peu le même itinéraire que tout le monde fait et donc c'est de ma faute aussi parce que quand je me suis retrouvée plus seule aussi par choix, j'ai recommencé à voyager comme moi j'aime et aller dans des endroits où personne n'allait et donc sortir de ma zone de confort, voyager comme je le voulais et donc ça m'a juste reconfirmé qu'on a toujours le pouvoir de changer une situation. Si on n'est pas satisfait d'une situation, nous sommes la seule personne qui a le pouvoir de changer cette situation. On doit prendre la décision de changer et mettre en place les actions pour changer, faire différemment et voilà, retrouver la satisfaction. Donc ça a été une claque où je me suis dit, ça, genre t'arrêtes pas de te plaindre, basta quoi. Il faut juste changer. D'habitude, je le fais, mais voilà, c'est en voyage des fois, comme je disais, c'est facile de se laisser porter par les autres et tout. Et le FOMO aussi, hein, la fear of missing out, la peur de manquer. Tout le monde va à tel endroit, donc tu te dis, si tout le monde y va, peut-être qu'il y a quelque chose à voir et c'est peut-être pour une raison et tout. Alors que, généralement, j'aime bien aller où moi j'ai envie sans l'avis des autres. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Et il faut juste, si on n'est pas satisfait, mettre en place les changements pour retrouver sa satisfaction. Aussi, quelque chose que j'ai réalisé, c'est que, je ne suis pas une personne très routinière. Les routines et moi, ça n'a jamais vraiment fait un. Et surtout en voyage, encore plus en voyage, si j'ai de la difficulté dans un quotidien où j'ai plus de structure, des horaires et tout, et imagine-toi en voyage quand il n'y a aucune structure et tout change à tous les jours, etc. Mais en fait, ce voyage m'a enseigné que je suis tout à fait capable d'avoir des routines, même en voyage, et que c'est même... en voyage, je dirais même que c'est encore plus important que, en tout cas pour moi personnellement, dans ma vie quotidienne, parce que ça m'a permis en fait d'avoir un ancrage. Un ancrage, un genre de stabilité, une stabilité dans l'instabilité constante qu'est le voyage. Donc le fait d'avoir des choses spécifiques le matin que je faisais, dont la méditation qui m'aide énormément avec l'ancrage. Mais la méditation, reprendre mon journal parce que les 3 premiers mois du voyage, j'avais mon journal, je le traînais, j'ai rien écrit quoi dedans, alors que je m'étais dit non mais là je vais faire un journal de voyage et tout.
Ça a duré une semaine et après, à la poubelle, je n'ai pas réécrit dans mon journal jusqu'à 3 mois plus tard où je me suis dit non. Là, tous les jours, je veux écrire, ça me fait du bien, ça me permet de garder une trace de mes voyages et tout. Et voilà, ça m'apporte aussi cet ancrage qui manque quand on est en voyage. Donc, ça a été vraiment hyper... une super révélation de ce voyage, le fait que de un je peux avoir des routines et de deux que ça c'est en fait hyper sain. En tout cas pour moi, je te répète, je te parle de mon expérience, après chacun fait comme il veut, mais moi ça m'a permis de retrouver une forme d'ancrage, de stabilité dans l'inconstance, l'instabilité du voyage, et ça m'a fait un très 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 grand bien sur mon bien-être, sur aussi ma clarté, sur qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller et tout. Donc voilà, je te le recommande. Si toi aussi tu n'es pas trop une personne routinière, essaie, trouve quelque chose qui fonctionne pour toi. Et en voyage, si possible, essaie aussi de maintenir une certaine routine parce que ça permet de garder un peu un minimum de stabilité, d'ancrage qui est très très bien. Aussi par rapport un peu à la durée, j'avais noté mes idées un peu pêle-mêle, donc là je me rends compte que ça aurait peut-être été mieux d'en parler plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Je me suis aussi rendu compte que en repensant aussi aux autres longs voyages que j'ai fait dans ma vie et tout, pour moi 3 mois c'est vraiment la durée idéale pour un long voyage. Au-delà de 3 mois, je commence à moins profiter, à être plus fatiguée, à justement avoir de la difficulté à prendre soin de moi, avoir la constance de prendre soin de moi, etc. Donc voilà, je pense que pour mes prochains longs voyages, je ne planifierai que 3 mois pour en profiter à fond, mais voilà, pas avoir les désavantages ou les côtés un peu moins positif que je commence à ressentir après 3 mois. Donc on verra, mais je pense que ça sera... je ne ferai plus beaucoup de voyages de plus de 3 mois. Bon, après, les personnes qui me connaissent personnellement savent que j'ai une tendance à changer d'idée, donc on ne sait jamais, mais voilà, pour l'instant, je pense que 3 mois, c'est la durée idéale pour moi. Aussi par rapport à ce que je disais de l'ancrage, d'avoir une routine et de me laisser porter par les autres, c'est une autre chose aussi que j'ai vraiment apprise. J'ai réalisé, pris conscience que j'ai un peu cette tendance à ne pas prendre du temps pour moi, ne pas poser mes limites quand je suis avec d'autres personnes, et ça, pas juste en voyage, mais aussi dans d'autres aspects de ma vie. Donc, ça a été un excellent apprentissage. Donc, oui, pour respecter mes limites, respecter mes besoins, même s'il y a d'autres personnes, parce que moi, je suis une personne très spontanée. Si quelqu'un me dit je suis en train de faire un truc et ça te dit d'aller voir tel truc, je vais tout planter pour aller voir le truc, alors que voilà, c'est aussi important ce que j'étais en train de faire et tout. Donc voilà, un autre important apprentissage que j'ai fait dans ce voyage, j'ai le droit et je dois même prendre du temps pour moi, même si je suis avec d'autres personnes et que I'm having a lot of fun, que c'est hyper amusant et tout, divertissant, j'ai quand même le droit et je dois prendre du temps pour moi, pour faire les choses qui me font du bien à moi, comme du sport, lire, méditer, écrire dans mon journal, etc. Et voilà, juste dire écoute, là pour l'instant je peux pas, je vous rejoindrai plus tard, ou ce sera pour une prochaine fois, etc. Donc mettre mes limites, excellent apprentissage de ce voyage. Et finalement, dernier apprentissage, c'est peut-être parce que je ne rajeunis pas, mais par rapport à avant, les auberges de jeunesse, ce voyage-ci, ça m'a un petit peu plus saoulée quand même. Les gens dans les auberges de jeunesse m'ont beaucoup saoulée avec des comportements hyper irrespectueux, les gens qui rentrent à 3h du matin et en discutant à voix haute, qui allument les lumières, qui font leur sac à 6h du matin en faisant du bruit de plastique pendant une demi-heure. T'es en mode non mais genre tous tes vêtements sont en plastique ou quoi, etc. J'ai des dizaines, voire des centaines d'exemples de comportements irrespectueux en auberge de jeunesse. Et bon, voilà, j'ai travaillé dans des auberges de jeunesse aussi, donc j'ai vraiment beaucoup d'exemples. Mais voilà, ce voyage-ci, je me suis rendu compte que, là, rester
toujours dans des auberges de jeunesse, c'est plus trop pour moi. J'aime beaucoup quand même, parce que ça permet de rencontrer des gens, il y a toujours une super ambiance, etc. Et j'ai été dans des auberges de jeunesse hyper, super cool, avec des personnes tellement gentilles, sympathiques. J'ai rencontré surtout une auberge en particulier de Bangkok où je me suis fait des tonnes d'amis avec qui je suis encore en contact. Et en fait, oui, c'est l'auberge dans laquelle j'ai rencontré le plus de gens dans tout ce voyage. Donc à Bangkok d'ailleurs. Donc, et j'ai hâte d'y retourner maintenant que là je me suis installée en Thaïlande. Je veux vraiment y retourner et tout. Donc j'aime beaucoup les auberges de jeunesse et tout, mais je me suis rendu compte que je ne peux plus rester 100% du temps dans les auberges de jeunesse. À toutes les quelques jours / semaines, j'ai besoin de aussi me prendre une chambre privée, avoir des bonnes nuits de sommeil pour récupérer, parce que comme je disais, le voyage c'est hyper demandant physiquement, mentalement et tout, donc si en plus on dort pas bien, ça devient compliqué. Donc prochain voyage, je vais absolument prévoir un budget un peu plus élevé pour les hébergements, mais prendre en considération qu'à tous les 4-5 jours, il faut que j'ai une bonne nuit de sommeil, quoi. Au moins 1 ou 2 bonnes nuits de sommeil pour récupérer, et aussi avoir son espace. Ça fait aussi du bien des fois de pouvoir ouvrir tout le contenu de son sac et voir un peu ce qu'on a, faire un peu de ménage, et voilà, pouvoir avoir sa propre salle de bain, c'est cool aussi une fois de temps en temps, etc. quoi. Donc mes prochains voyages, je vais absolument aussi prendre en considération que quelques nuits dans des chambres privées, c'est pas mal, et donc ce sera à prévoir dans le budget, mais ça vaut la peine, vraiment. Chaque fois que je me suis pris une chambre privée, je ressentais tellement beaucoup de gratitude, et en mode waouh, ça fait tellement du bien que l'argent, j'y pensais même pas, quoi. C'était juste genre oui, j'en avais besoin, et voilà, quoi. donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère, comme je te disais en début d'épisode, que ce format un peu plus personnel t'aura plu. C'était un peu, oui, bon, j'essaie quand même de te donner des trucs pratiques, etc. Mais c'était un peu aussi pour moi une façon de boucler la boucle de ce voyage, faire un peu un overview, un summary, pourquoi je ne trouve pas les mots en français. Boucler la boucle de ce voyage. Et voilà, faire le bilan, voilà le mot que je cherchais, faire un bilan de ce voyage. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, et comme je te disais, si tu as envie de me laisser un petit message sur Insta, ça fait toujours plaisir pour savoir si l'épisode t'a plu ou pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Et en attendant, je te souhaite plein de belles aventures. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode, et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.